Je pense que nous sommes prêts à organiser le deuxième sommet pour la paix en Ukraine le plus tôt possible. Et je pense que des représentants de la Russie devraient être présents lors de ce deuxième sommet. C'est que l'Ukraine a perdu. Tous les politiciens le savent et le cachent aux Français. Les militaires le savent et ne le disent pas. Ils sont tenus à, c'est la grande muette, à l'obligation de réserve. Mais nos politiciens et nos gouvernants le savent. Emmanuel Macron le sait. Les chefs d'État qui étaient là en Normandie le savent. Biden le sait. Force est de constater que la situation elle évolue peu depuis le début de l'été, mais ce sont encore et toujours les Russes qui grignotent du terrain, notamment dans le Donbass. Hier, sur le front Avdiivka-Pokrovsk, 2 km² ont été perdus. Aujourd'hui, c'était 1 km² de plus. Et kilomètre par kilomètre², les pertes sont évidemment conséquentes. C'est une étape très importante. C'est-à-dire que pour la première fois, il admet la possibilité de négociation, tout simplement. Un sommet de la paix avec l'ennemi, ça s'appelle des négociations. Donc il envisage sérieusement, sans passer par les objectifs de victoire qui étaient définis auparavant. C'est-à-dire qu'il y a un peu fait certainement le deuil de la reconquête des territoires occupés par les Russes et il envisage pour le point de novembre, ce qui n'est pas anodin, un plan de paix, c'est-à-dire concrètement une proposition d'arrêt des combats. Alors, on en est encore très loin. Sur quel territoire? Parce qu'il avait laissé entendre il y a quelques semaines qu'il serait illusoire de croire qu'il pouvait reconquérir le Donbass, la Crimée. Est-ce qu'il est prêt aussi à laisser tomber les oblasts de Zaporijjia et en partie de Kherson? Tout ça, c'est la principale question en réalité. Et c'est là où il y a des points d'incompatibilité. Alors pour l'instant, toutes les négociations les débuts de pourparlers qui ont cours sont sur des sujets plus techniques. C'est-à-dire qu'on essaie de construire un peu un processus de paix, c'est-à-dire par en bas. Donc on va travailler sur la liberté de navigation en mer Noire, sur les échanges de prisonniers, sur des choses comme ça, avant peut-être d'arriver à l'idée au moins d'un cessez-le-feu ou d'un armistice. Mais sur quelle base? Ça, c'est là évidemment qu'est le point sensible. Du côté russe, Poutine l'a dit très clairement, il ne cédera rien pour l'instant. En tout cas, rien des territoires qui ont été conquis, dont on rappelle qu'ils ont été annexés officiellement par la Russie. Ils font officiellement, du point de vue russe, font partie de la Russie. Et donc, il n'est pas question pour Vladimir Poutine de céder quoi que ce soit là-dessus. Peut-être cédera-t-il quelque chose sur notre domaine, peut-être l'acceptation que finalement l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Ça paraît difficile, mais à la limite, pourquoi pas, que le régime, en tout cas, que le régime ne change pas, la fameuse dénazification, c'est-à-dire le changement de régime, ne change pas, on ne sait pas, mais toujours est-il que, voilà, pour l'instant, les positions sont quand même très difficiles à concilier. Oui, on voit bien qu'il n'y a aucune volonté de conciliation de la part des Russes. Écoutez la réponse du porte-parole du Kremlin à cette main tendue de Volodymyr Zelensky. Le premier sommet pour la paix n'était pas du tout un sommet pour la paix. Donc visiblement, il faut d'abord comprendre ce que M. Zelensky entend par là. Est-ce que cette fin de non-recevoir, elle est due au contexte géopolitique international et la victoire potentielle, il faut toujours rester très prudent, de Donald Trump aux États-Unis? Bien sûr, tout est affaire de perspective dans ces affaires. Est-ce que sur le terrain, on a une perspective de gagner, d'obtenir une victoire sur le terrain? Est-ce que, en gros, voilà la question que tout le monde se pose, à quoi ressemblera la fin de l'année, voire l'année 2025? Et en réalité, il y a véritablement deux scénarios possibles. Il y a un point de bifurcation au mois de novembre assez clair, selon le résultat de l'élection présidentielle américaine. Et donc, en réalité, voilà, il est peut-être un peu vain d'espérer avoir un accord de paix d'ici là, quoi. Les choses sont simples. Biden est réélu. L'Ukraine peut espérer sur la durée voir se renforcer l'aide américaine, l'aide européenne, voir se renforcer son armée et peut-être avoir
et on y revient à la notion d'espoir, avoir l'espoir d'obtenir une victoire militaire en 2025, soit c'est Trump qui est élu, et dans ce cas-là, il apparaît d'ailleurs assez clairement, et de plus en plus, quand on regarde notamment le colistier qui a été choisi et qui est très, très, très clairement isolationniste et ne veut pas entendre parler de l'Ukraine, que les choses seront très différentes et que le soutien américain deviendra très certainement beaucoup plus problématique. Alors évidemment, l'année 2025 pour les Ukrainiens n'est pas du tout la même, et pour les Russes aussi bien sûr, n'est pas du tout la même selon ces deux scénarios. Donc en réalité, il est probable que de tout point de vue, d'un point de vue militaire, d'un point de vue politique, diplomatique, les choses se dénouent, ou en tout cas seront peut-être un peu plus claires à la fin de l'année. Oui, c'est l'avenir de l'Ukraine qui se joue dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à travers cette présidentielle américaine. Alors, vous parliez à juste titre du colistier choisi par Donald Trump. Il y a un message qui est envoyé avec le choix de cet homme, James David Vance, qui place l'Europe devant ses responsabilités. Le candidat républicain est isolationniste. Il veut mettre fin à l'aide à l'Ukraine. Alors, il prendra la parole ce soir. Alors, c'est en pleine nuit pour la France, vers 4h du matin. Est-ce que l'arrivée potentielle, alors je vous pose la question de manière plus précise, de ce duo au pouvoir signera la fin de la guerre en Ukraine ? Ça signera très probablement la fin de l'aide à l'Ukraine, ce qui ne signifiera pas forcément la guerre, la fin de la guerre. Mais les États-Unis sont bien évidemment le soutien principal de l'Ukraine, le soutien matériel principal. Mais les États-Unis, comme souvent, c'est l'allié principal. C'est l'allié indispensable, mais c'est un allié qui est, hélas, assez changeant et volatile. Il faut demander aux Vietnamiens, aux Sud-Vietnamiens ce qu'ils en pensent, ou même aux Afghans ce qu'ils en pensent. Une aide importante et essentielle peut d'un seul coup s'arrêter. Et là, les choses, évidemment, changent. Quand on affronte les Américains, on dit souvent qu'il suffit d'attendre. Il suffit d'attendre la bonne élection, le bon président, et puis la politique va changer d'un seul coup. Donc il faut être patient. Et donc les Russes ont été patients, sachant que évidemment les choses allaient probablement changer à un moment donné. Eux jouent sur la durée, et la durée, les Américains ne jouent jamais sur la durée. Le président Nixon disait, notre politique, les Russes ils réfléchissent à 10 ans, les Chinois ils réfléchissent à 100 ans éventuellement. Nous, Américains, nous réfléchissons à 4 ans. Grand maximum, notre politique, c'est limite à 4 ans. Donc il est probable, oui, qu'il y aura des changements majeurs pour l'Ukraine, pour l'Europe aussi, pour l'OTAN. Alors déjà parce que le sort de l'Ukraine nous intéresse, nous, Européens, au premier chef. Et puis ensuite parce que vont se poser aussi des questions sur l'alliance militaire américaine, sur la présence militaire américaine en Europe, également sur le rôle des États-Unis dans l'OTAN, enfin sur l'avenir de l'OTAN de l'Alliance Atlantique d'une manière générale. Donc oui, c'est un enjeu qui est extrêmement important du point de vue de politique internationale. On leur rappellera que c'est pas le vice-président qui fait la politique. Et le vice-président aux États-Unis, il est quand même là au cas où le président disparaîtrait. Et bon, ce qui d'ailleurs. Mais ils sont alignés idéologiquement oui, bien sûr. Sur leur vision du monde. Tout à fait. Du côté de Vance, on a même une vision un peu plus. Autant Trump peut avoir, une grande marge d'incertitude. Oui. On va dire comme ça, autant du côté de son vice-président, enfin potentiel vice-président, les choses sont évidemment beaucoup plus claires. La grande question que se posent de nombreux Français et Européens est la suivante. Sont-ils vraiment prêts à mourir pour l'Ukraine et pour quelles raisons ? Face à la situation actuelle et à l'évolution des élections présidentielles aux États-Unis, il semble évident que l'Ukraine pourrait être amenée à choisir de mettre fin à cette guerre le plus tôt possible. Zelensky comprend bien qu'il risque de perdre le soutien occidental si Trump revient au pouvoir. Ainsi, un changement de stratégie serait judicieux. Qu'en pensez-vous ? Vos avis dans les commentaires nous permettront de mieux comprendre les enjeux et d'anticiper l'évolution de la situation. Je vous invite également à écouter cet entretien de Monsieur Philippe de Villiers sur CNews pour approfondir la réflexion. C'est-à-dire que il prend en otage la mémoire douloureuse et glorieuse de la Deuxième Guerre mondiale pour entraîner la France dans une Troisième Guerre mondiale. Et dans le même entretien,
à un autre moment, parlant des élections européennes. On le voit qui exalte l'unité nationale du passé pour mieux dissimuler qu'il détruit l'unité nationale d'aujourd'hui. Et puis il y a, dans son propos et dans celui de Zelensky, quelque chose qui est misérable et intolérable. Intolérable moralement et misérable intellectuellement, c'est la fameuse réductio ad Hitlerum. Et là, je voudrais faire une mise au point parce que la plupart des Français croient que le nationalisme, c'est une forme du fascisme et du nazisme, une déclinaison. Et je leur dis ceci, historiquement et philosophiquement, la nation est à l'empire ce que la propriété est au vol. La propriété est légitime, le vol est illégitime. L'empire, c'est quand on quitte sa nation pour aller dans une autre nation. Et donc, on peut critiquer les impérialistes sans avoir à critiquer les patriotes, les souverainistes, les nationalistes, ceux qui sont attachés à leur nation. Il ne faut pas confondre les deux. Et souvent, on confond les deux. Et d'ailleurs, il y a une chose extraordinaire qu'on a vécue encore ce matin. Dans l'hémicycle, il y a le bon souverainisme et le mauvais souverainisme. Hier soir, il explique le bon souverainisme, le bon patriotisme, le bon nationalisme, c'est l'Ukraine. Il faut soutenir la nation ukrainienne, la souveraineté ukrainienne. Il le dit textuellement. Et en même temps, la phrase d'après, il dit « Oh, l'extrême droite ». C'est qui l'extrême droite? C'est ceux qui veulent défendre la nation française, la souveraineté française, la patrie française. Et moi, je mets en garde tous les Français pour leur dire réfléchissez, vous voyez la contradiction, examinez cette contradiction. Et en fait, ce que je pense, c'est qu'on est dans l'escalade. Tous les militaires de France et de Navarre, y compris les militaires ukrainiens et russes, savent ce que veut dire le mot mirage. On a 26 Mirage 2000, on va en donner, parce que c'est une cession, c'est un don en fait, qui paye les agriculteurs français, déjà envahis par l'Ukraine. Mais surtout, les Mirage 2000, ça veut dire qu'on est en guerre. Donc là, on vient de franchir avec les Mirage 2000 et la nouvelle brigade là, pour former 4500 Ukrainiens, on a franchi un nouveau cran. Et quand on sait que face à nous, on a une puissance nucléaire qui s'appelle la Russie et qui prend les choses au sérieux, je ne sais pas où on va. Et je vais vous dire pourquoi je ne sais pas où on va. C'est que l'Ukraine a perdu. Tous les politiciens le savent et le cachent aux Français. Les militaires le savent et ne le disent pas. Ils sont tenus à... C'est la grande muette, à l'obligation de réserve. Mais nos politiciens et nos gouvernants le savent. Emmanuel Macron le sait. Les chefs d'État qui étaient là en Normandie le savent. Biden le sait. Pourquoi l'Ukraine a perdu? Parce que, voilà les chiffres. Il y a un homme sur 7 sur le terrain, un Russe sur 7 Ukrainiens. Et d'ailleurs, Zelensky, dans les couloirs, a expliqué au chef d'État, si vous avez des Ukrainiens chez vous, vous me les envoyez, s'il vous plaît. Et pour les obus, c'est 1 à 10. Et petit à petit, la Russie grignote. Donc, il y a deux hypothèses. L'hypothèse la pire, on fait mine de ne pas voir que la Russie va gagner. On cache aux Français que l'Ukraine est en train de perdre et on fait joujou moumoute avec les missiles. Ou bien, deuxième hypothèse,
on se dit, bon, il vaut mieux arrêter tout de suite. Et donc, on choisit la commémoration du 6 juin 1944 pour sortir de la logique de guerre et entrer dans la logique de paix. Parce qu'on parle beaucoup de la logique de paix pour Gaza et Israël, en expliquant les Israéliens maintenant sont devenus les nouveaux agresseurs, etc., ce qui est complètement faux. Ils font la guerre comme les Alliés ont fait la guerre, ils ont même bombardé Saint-Lô, etc. Quand vous faites la guerre, il y a des morts. Bon. Mais on ne parle pas du tout de la paix. Et Emmanuel Macron arrive à ce niveau de complexité sémantique. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Il a expliqué, il faut l'escalade pour la paix. C'est orwellien. Il faut le mensonge pour la vérité. Le mentir vrai d'Aragon. Extraordinaire. Je me précise les faits concernant la guerre et la dernière information que nous avions à disposition, à savoir que la Russie avait conquis 47 localités en Ukraine depuis le début de l'année, annoncé Vladimir Poutine. Donc sur le terrain, vous l'avez d'ailleurs rappelé, c'est kilomètre par kilomètre carré. Tout se joue de manière très, très lente. Vous avez parlé, Philippe de Villiers, de Volodymyr Zelensky. Il était invité pour les commémorations. Il a pris d'ailleurs la parole à l'Assemblée nationale vendredi dans un hémicycle à moitié vide. Le président ukrainien qui appelle l'Europe à faire front contre la Russie de Poutine. Et écoutez. Chère France, Poutine peut-il gagner cette bataille? Non. Parce que nous n'avons pas le droit de la perdre. Cette guerre peut-elle s'éteindre en se limitant aux lignes qui existent actuellement? Non. Car il n'y a aucune limite pour le mal. Tout cela vise aujourd'hui l'Ukraine. Mais cela peut viser d'autres pays demain. Geoffroy Lejeune. Cher Philippe, que vous inspire la présence et le discours de Volodymyr Zelensky à l'Assemblée nationale? Alors d'abord, la présence en Normandie de Zelensky, c'est une curiosité. Parce que quand on connaît bien l'Ukraine, ce qui est mon cas, et qu'on aime beaucoup l'Ukraine, ce qui est mon cas, j'ai reçu souvent les souliers ukrainiens au Puy du Fou, etc., donc je connais bien ce pays, c'est un pays qui est cher à mon cœur. Et j'aime bien la Russie aussi. Hein. Moi, je suis européen, donc je suis européen de partout, et j'aime Balzac et Tolstoï. Pour revenir à l'Ukraine, quand on connaît bien l'histoire de l'Ukraine, ça ne va pas de soi que Zelensky soit en Normandie. Il ne faut pas oublier, c'est symbolique, comme l'a très bien rappelé Guillaume Bigot il y a 2 jours, que le premier français, le premier héros français qui a été tué, qui s'appelle Bouétard, le caporal Bouétard, le premier héros français a été tué par des SS ukrainiens. Et si vous prononcez le nom de Stéphane Bender en Ukraine, les Ukrainiens comprennent ce que ça veut dire. En d'autres termes, il y avait beaucoup d'Ukrainiens pendant la guerre qui étaient derrière les Allemands. Et la relation entre l'Ukraine et le nazisme a été assez trouble. Donc, en fait, la présence de Zelensky, ça voulait simplement dire que on voulait se servir de cette commémoration, non seulement pour un geste de gratitude pour les anciens qui étaient là et qui revenaient sur les pas de leur gloire de jeunesse, mais aussi pour détourner la mémoire, comme je le disais il y a l'instant, pour préparer la guerre à venir. Et moi, j'étais profondément gêné, alors même que, comme tous les Français, j'étais ému par la cérémonie, mais gêné à l'idée de ce mélange des genres. Quant à l'Assemblée, attendez, l'Assemblée nationale, moi j'ai été député pendant longtemps, l'Assemblée nationale, c'est le lieu, c'est un lieu hautement symbolique. Et il vient faire la guerre à l'Assemblée nationale, et il vient expliquer à l'Assemblée nationale, il faut faire la guerre avec moi. Donc c'est un geste lourd. Et je vais dire quelque chose de tout bête, tout simple.
que m'a dit un de mes voisins hier. Il m'a dit, c'est quand même curieux, l'Union européenne, il y a 27 pays. S'il y avait un pays en guerre, elle pourrait se mettre aux côtés de ce pays en guerre. Mais là, l'Union européenne fait la guerre pour le compte d'un pays qui n'est pas dans l'Union européenne. Et donc, c'est vraiment, on est au cœur du paradoxe. On accueille un chef de guerre, on l'approuve, on le soutient, et on s'étonne que le porte-parole du Kremlin réagisse en disant « Attention, si vous nous envoyez des missiles, on va répliquer ». Et donc les Français ne se rendent pas compte, on nous entraîne à la guerre. Et il y a quelque chose d'horrible. Le chef d'état-major de l'armée de terre qui a dit « Nous sommes prêts, les Français sont prêts au sacrifice, etc. » Attendez, on a enterré Geneviève de Galard là, aujourd'hui, aux Invalides. On a envoyé des petits Français pour rien en Indochine. Beaucoup sont parvenus, 7000 sont jamais revenus. Des petits soldats français, des volontaires, des légionnaires, etc. Bijard m'en a parlé, c'est horrible. Et puis ensuite, pareil en Algérie, à chaque fois on envoie la chair à canon. La chair à canon, ce sont nos fils. C'est pas parce qu'ils sont militaires qu'il faut les envoyer, ce que disait très bien Gabriel Cluzel tout à l'heure. Et là, il y a une légèreté de nos politiciens, et notamment du président de la République. Moi, je suis fils de militaire, frère de militaire, donc je sais ce que ça veut dire la guerre. Et avant d'envoyer nos soldats, et pourquoi pas ensuite la conscription, pendant qu'on y est, en Ukraine, il faudrait quand même qu'on réponde à la question suivante: suis-je prêt à mourir pour la France? Oui. Suis-je prêt à mourir pour l'Allemagne ou pour l'Autriche ou pour l'Italie? C'est plus compliqué, mais si on nous dit c'est l'Europe. Mais suis-je prêt à mourir pour Kiev ou pour le Donbass? Moi, je vais regarder la carte, je sais pas où c'est. Nous devons retenir que, depuis le début de l'été, la situation sur le terrain en Ukraine n'a guère évolué, mais les forces russes continuent de gagner du terrain dans le Donbass. Ces pertes, bien que graduelles, s'additionnent et ont des conséquences importantes. Les États-Unis restent le principal soutien matériel de l'Ukraine. Cependant, cet allié indispensable est souvent imprévisible et peut changer de cap soudainement, comme l'ont constaté les Sud-Vietnamiens et les Afghans par le passé. Pour la première fois, l'Ukraine envisage sérieusement des négociations de paix avec la Russie, admettant qu'une reconquête totale des territoires occupés, comme le Donbass et la Crimée, semble de plus en plus improbable. Un sommet de la paix est prévu pour novembre, avec des propositions concrètes d'arrêt des combats. Du côté russe, Vladimir Poutine a clairement affirmé qu'il ne cédera aucun des territoires conquis et annexés par la Russie, qui sont désormais considérés comme faisant partie intégrante du pays. En ce qui concerne le soutien des États-Unis, la volatilité politique américaine pourrait affecter l'aide à l'Ukraine, surtout avec la possible élection de Donald Trump en 2024. L'année 2025 pourrait ainsi marquer un tournant majeur pour l'Ukraine, l'Europe et l'OTAN, remettant en question le rôle des États-Unis dans l'Alliance Atlantique et leur présence militaire en Europe. Pour le moment, les négociations en cours se concentrent sur des aspects techniques tels que la liberté de navigation en mer Noire et les échanges de prisonniers. Une paix durable ou un cessez-le-feu restent des objectifs lointains et incertains, notamment à cause des exigences incompatibles des deux camps sur les territoires disputés. Bien que les négociations soient en cours, il est clair que la situation en Ukraine et les relations internationales qui en découlent restent extrêmement fluides et incertaines. La patience et la persévérance seront cruciales, d'autant plus que la politique américaine pourrait changer drastiquement à l'approche de l'élection présidentielle de 2024. Les Russes, quant à eux, continueront de jouer sur la durée, avec une perspective stratégique bien plus étendue. Face à cette situation complexe, pensez-vous que l'Ukraine et ses alliés devraient intensifier les efforts diplomatiques pour parvenir à un cessez-le-feu, ou est-il encore possible d'envisager une solution militaire pour reconquérir les territoires perdus? Partagez vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt.